Eh bien, rebonsoir à tous. J'espère que le sauterne est mis au frais. Vous avez peut-être mis quelques glaçons au frais en attendant, parce que c'est la suggestion effectivement d'Adrien Cassio. On va essayer de voir si on arrive à le retrouver. Bon, je vous rappelle que voilà, nous sommes dans notre live du lundi et que ce soir je reçois donc un sommelier brillant. On va voir s'il arrive aussi à être connecté, ce sommelier. En tout cas, et qui représente magnifiquement bien l'appellation qu'il reçoit actuellement dans son restaurant, qui est le restaurant de La Forêt-Péraguet, c'est la Villa Lalique à La Forêt-Péraguet, et de faire en sorte que Adrien puisse être avec nous. On y a fait la demande, je tiens au courant de la partie technique des choses, hein, on a fait la demande, Ah, et là je pense que ça va fonctionner davantage. est-ce que vous me voyez, Philippe? Oui, très bien, tu es toujours aussi beau. Hein. Et Merci, puis vous toutes aussi, les filles qui Philippe. sont autour de moi là. Eh ben, vous voyez comme quoi on fait des grands vins dans le Sauternais, mais la connexion, c'est pas encore tout à fait ça. Mais on y arrive. Mais exactement, ça fonctionne quand même pas mal. En tout cas, je suis Super. ravi de te voir et d'être avec toi pour ce petit live du lundi. Où on Oui, a reçu, comme tu le sais, parce que tu nous suis, je sais régulièrement, un certain nombre de nos confrères et d'autres personnalités éminentes. Et je suis ravi de pouvoir t'accueillir ce soir. Parle-nous déjà un petit peu de toi. C'est quoi ton parcours, Adrien, avant de venir siéger, j'allais dire, au cœur du Sauternais? eh bien, tout d'abord, bonsoir et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Vraiment, ça me fait très plaisir. D'autant plus qu'on va parler de vins qui me tiennent à cœur. Avant toute chose, me présenter rapidement. Alors, je suis sommelier aujourd'hui. Je suis chef sommelier de l'hôtel-restaurant Lalique au château La Forêt-Péraguet, qui est un Mhm. premier grand cru classé de Sauternes, à Beaume exactement, une des 5 communes productrices de l'appellation. Absolument. Pour un petit tour d'horizon de mon parcours, j'ai pas fait de mention complémentaire, j'ai pas d'école hôtelière derrière moi. Parcours plutôt de passion qui m'a mené au vin. J'ai eu la chance d'être au bon endroit et au bon moment avec les bonnes personnes. Mais ça, c'est le triptyque gagnant, ça, quelque part. Hein. Exactement. Et Maintenant, faut-il savoir saisir sa chance? C'est pas tout à seulement fait, tout bon. à fait. J'en suis ravi. Je n'ai aucun regret par rapport à tout cela. J'ai eu la chance de côtoyer des très belles personnes et surtout des personnes de qualité, comme par exemple Manuel Perrondé, que vous connaissez très bien, Ah, bien entendu, qui m'a mis le pied à l'étrier dans la sommellerie, qui absolument. m'a appris la dégustation, qui m'a initié à tout ce monde de prestige, de service, et qui m'a donné un peu le virus du vin, tout simplement. Eh oui, Manuel Perrondé qu'on salue, meilleur jeune sommelier de France, meilleur ouvrier de France, Tout à fait. et qui aujourd'hui règne sur chef-d'œuvre avec brio. Voilà, tout à fait, et que je suis encore tous les jours. Et aujourd'hui, un autre meilleur ouvrier de France a pris le relais sur ma formation et on va dire mon quotidien. Il Oui. s'agit de Romain Iltis, Eh oui, qui lui est en Alsace et qui est le wine director du groupe Lalique pour lequel je travaille. génial. Donc c'est vrai que Lalique est très présent. Tout à l'heure, en t'attendant, je montrais un peu les bouteilles de ce soir, la Chapelle, le Grand Vin, le millésime 2004, le millésime 2016. Et en 2016, effectivement, ben, on voit apparaître. C'est un cadeau cette bouteille parce que finalement on a envie vraiment de la garder quoi. Exactement, De la mettre dans une vitrine ou sur quelque part vide même parce qu'il faut une bonne bouteille c'est quand elle est vide quand même quelque part. Hein. c'est tout à fait ça. Et Mettre une sachez, petite lumière à l'intérieur pour éclairer effectivement et laisser briller quasi éternellement le souvenir de la dégustation. c'est ça. Et 90% des clients qui prennent la bouteille repartent avec vide pour en faire soit une bouteille d'eau, soit l'afficher sur la cheminée à la maison. Donc, comme Bien quoi. entendu. Et en Magnum, ça existe sur les Magnum également Premier millésime gravé, c'est 2019 Ah oui, en Magnum. Et le premier millésime avec la gravure, il s'agit du millésime 2013, puisque le propriétaire, tout simplement, pourquoi il y a une gravure sur cette bouteille? Tout simplement parce que le propriétaire de la Forêt Péraguet est le même propriétaire que Lalique, qui a racheté le château La Forêt Péraguet en 2014. Donc, le premier millésime dans les fûts quand il a racheté, c'était le millésime 2013. bien entendu. Parle-nous un petit peu de. Alors, bien sûr, on va revenir, on va déguster la forêt péraguée dans ses différentes expressions, mais parle-nous un petit peu de Sauternes, qui est une appellation juste incroyablement populaire, Mhm. et finalement incroyablement un peu délaissée peut-être ces dernières années. C'est même vraiment délaissé. Et alors moi, personnellement, si je parle d'un point de vue personnel, c'est amusant comme quoi le destin est bien fait, puisque la première propriété que j'ai visitée, et c'est vrai qu'en tant que sommelier passionné, il y en a beaucoup, j'imagine, qui écoutent aujourd'hui, on adore aller dans les propriétés. Et moi, la Bien sûr. première propriété que j'ai visitée, c'était le château La Tour Blanche, qui est Vous y avez aujourd'hui été. mon premier voisin, entre guillemets.
C'est vrai que Sauternes, on n'a pas l'habitude de le retrouver, on le déguste rarement. C'est pas dans nos premiers choix en termes d'accord ou en termes de vin de plaisir. C'est vrai, Cependant, aujourd'hui, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a multitude de vignerons, même à Sauternes. Il y a certes des grands châteaux tenus par des grands groupes, bien mais il y a sûr. multitude de vignerons qui font des vins merveilleux, éclatants et surtout un nouveau style de Sauternes dont il faut communiquer. Absolument. La tour blanche, c'est amusant que à la fois c'est ton voisin et en même temps ce sont des souvenirs, la tour blanche. Pour pas mal de gens, finalement, d'abord c'est une école de formation, donc Oui, c'est aussi intéressant parce qu'il y a cette idée de transmission, de savoir-faire, etc. Et l'un des premiers Sauternes que j'ai bu dans ma vie, c'était à la tour blanche. ah ouais, 1959, sur la terrasse du Royal à Évian, à l'occasion de la bourse Évian-Badois des jeunes talents voilà, à laquelle j'avais participé. Et c'est une bouteille que j'avais bu avec un personnage célèbre, parce que c'était Antoine Riboud, le patron du groupe Danone. d'accord. Et j'ai partagé cette bouteille avec lui et quelqu'un que le monde du vin connaît bien également, qui s'appelle Hervé Bizel, Ah bah qui a oui, le Col des Fées aujourd'hui et qui était à l'école avec moi quand j'étais à l'école de Nice. Et c'est ce fameux La Tour Blanche 59, c'était juste incroyable de goûter ça dans ce moment-là. et joli millésime en plus. Voilà, il y a quelques années déjà, mais c'était effectivement un très joli millésime. Ouais. Donc, tu es entouré de crues célèbres, tu es entouré de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, bien entendu. Quelle est peut-être la nouvelle tendance de la part des producteurs de Sauternes pour effectivement renouer quelque part avec le succès mérité d'un vin identitaire? Alors, Sauternes, ce qui est amusant, c'est que tout le monde connaît Sauternes. Dans le monde Absolument. entier, c'est un nom qui résonne, tout le monde connaît Sauternes. Peu arrivent à le situer dans le vignoble bordelais. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, Sauternes, c'est Bordeaux ». Pour eux, c'est vraiment un style de vin à part entière, mais ça résonne mondialement. Et on a vraiment une panoplie en tant que prestige, hein. On est bien sûr mené par un grand shérif, le château d'Yquem, que tout le monde connaît. Une multitude de premiers crus classés qui font des choses merveilleuses, mais plein de petits crus aussi qui sont pas dans le classement, qui font des très jolis vins avec un style identitaire. Aujourd'hui, les nouveaux Sauternes, puisqu'on peut parler des nouveaux Sauternes, Mhm. avant on faisait des vins qui étaient au maximum de leur concentration. Pour faire un raccourci, je dirais avant les années 2000, on essayait de chercher le plus de sucre possible dans les récoltes et on faisait des opérations œnologiques assez puissantes. Au chai, c'est-à-dire on passait par de la cryo-extraction ou encore de l'osmose inverse. Le but était de rechercher un sucre le plus concentré possible. Concentration dit conservation aussi. On essayait de faire des Sauternes qui étaient Voilà, puissants et qui pouvaient se garder longtemps. exactement. Le but, c'était de faire des vins de garde, hein, tout simplement. C'était d'amener des vecteurs du muscle au vin pour leur permettre de vieillir 50 ans, 60 ans facilement, hein. Et c'est vrai qu'on a conservé ce savoir-faire. Mais aujourd'hui, grâce ou à cause, hein, on peut le dire, du réchauffement climatique, on a des degrés de récolte qui sont vraiment extrêmes, ce qui nous permet de ne plus du tout travailler les vins au chai. Aujourd'hui, n'importe quel château de Sauternes vous diront qu'on on va plus chercher la sucrosité et au contraire, on va même plutôt chercher l'acidité lors des Eh oui, récoltes. parce que la sucrosité, finalement, avec l'évolution du climat, on l'a subie. Oui, Et on va plutôt chercher la fraîcheur à travers effectivement de l'acidité. c'est ça. Alors, je sais que tous les gens qui nous écoutent sont des grands amateurs, des spécialistes, voire des professionnels, mais donc la différence entre moelleux et liquoreux, par exemple, quand les clients te posent la question à table, tu leur expliques comment les choses simplement. Entre moelleux et liquoreux, enfin liquoreux, on a plusieurs familles, mais si on parle de Sauternes, un liquoreux se doit d'être botrytisé et on doit avoir cette empreinte botrytis Donc la assez fameuse puissante. pourriture noble qui arrive, qui vient manger un peu les sucres et qui permet la, Ouais, la, alors la qualité le et la botrytis, déshydratation. voilà, la botrytis c'est une pourriture noble, aussi appelée pourriture grise hein, sur certains autres vignobles, mais en tout cas le botrytis a le rôle d'exhausteur aromatique. À Sauternes, le cépage phare, le grand cépage de Sauternes, c'est le sémillon. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté un sémillon sur pied, mais quand il est juste mûr, hein, pas atteint de botrytis, tout juste mûr, c'est peu aromatique. Il y a peu Exactement. d'arômes, contrairement au sauvignon blanc. Et ce qui va lui donner sa complexité, c'est le botrytis. C'est lui qui va donner l'exhausteur aromatique et c'est ce qui fait la brillance de Sauternes. Et c'est pourquoi aussi l'effet millésime est très important à Sauternes, justement pour avoir l'apparition d'une belle concentration et d'un botrytis très pur.
Voilà. Donc des brouillards matinaux, le séron est passé par là, Exactement. notamment. Voilà. Et puis effectivement, ce développement de cette pourriture noble particulière. Les moelleux sont plutôt effectivement des vins issus de raisins qui ne sont pas nécessairement atteints de la pourriture noble. Mhm. Ils sont plutôt en surmaturité. Ouais. C'est un peu la différence. C'est un peu la même chose pour des cousins alsaciens. On salue bien Romantis, hein, effectivement, entre les vendanges tardives et les sélections de grains nobles. Oui, tout à fait. Voilà, un moelleux, on pourrait plutôt le qualifier de tendre, avec Voilà. une partie de récolte qui a de l'acidité, une autre partie qui a peut-être du botrytis, mais pas complètement botrytisé. Du coup, on va conserver certaines acidités, mais on n'aura pas la complexité d'un vin qui a entièrement un ADN botrytisé. Bien sûr. Alors, on a tous, nous, dans le métier, hein, et moi avec mon âge, des souvenirs de magnifiques dégustations de grands liquoreux à travers effectivement les décennies, voire les siècles, parce que ça se consomme très bien. Mhm. Je dis tout à l'heure en t'attendant que j'avais des souvenirs inouïs de très belles dégustations qui m'ont ramené jusqu'au 19e siècle, hein, avec des sauternes de 1899 et même, je crois, un jour, 1893. Ikem 1906, extraordinaire de couleur ébène quasiment, comparé avec un château d'Arches, Pigneux à l'époque, effectivement différent. Ben, ces grands souvenirs, il y a ici au bistrot du Sommelier des bouteilles vides de 1921, 1929, voilà, des 67 aussi, vraiment des millésimes mythiques de Ikem ou d'autres, hein, mais en tout Mhm. cas de Sauternes. Je crois qu'aujourd'hui, on a une approche un peu différente finalement de la dégustation du Sauterne. Ah oui, Ou tout à fait. est-ce qu'elle est, elle est toujours possible, mais finalement, il y a d'autres possibilités également offertes par d'autres types de sauternes. Exactement. On a toujours la porte. En fait, on a toujours la porte ouverte du sauterne prestigieux qui se boit, qui peut avoir 100 ans. Et d'ailleurs, ça me permet d'évoquer un moment inédit et exclusif dans une vie de sommelier que tout sommelier rêve de vivre. On a eu la chance que Monsieur Dens, en 2018, en décembre 2018, pour célébrer les 400 ans du château, Mhm, a invité une vingtaine des plus grands dégustateurs au monde. mhm. On peut évoquer les noms comme James Suckling, ce genre de choses. Et on a ouvert 25 millésimes justement entre 1906 et 1945. Et je peux vous dire que c'est fou l'empreinte que peut prendre un sauterne avec l'âge. Et ce qui est fou, c'est que un millésime d'un millésime à l'autre, il y a une grande différence, mais le même millésime va évoluer, va prendre son propre chemin pour évoluer. Ce qu'on ne retrouve pas forcément sur certains rouges, si on reste à Bordeaux, ou des vins blancs secs. Et alors c'était, voilà, bien sûr, un moment de prestige, mais alors le moment le plus exaltant et qui a donné des frissons à tout le monde, personnellement j'ai des poils qui se sont hérissés sur tous les bras, et je ne devais pas être le seul, c'est au moment où tout le monde, où on a vu 20 des plus grands dégustateurs plonger leur nez dans un millésime 1914. Ah oui, Et ouais, 1914, tout le monde s'est regardé en se disant comment on ne peut pas juger ce vin. C'est impossible, on ne peut pas le juger. C'est un très grand vin, on va dire techniquement et analytiquement parlant, c'est un très grand vin, mais ça nous replonge dans l'histoire. bien sûr. Et, Et parlant, il y a une dimension incroyable. oui, et voilà. Et ça, c'est ce que permet aussi les grands vins de Sauternes aujourd'hui, c'est justement cette capacité à vieillir et de revenir dans le temps. Et je pense que ça fait partie aussi d'un plaisir de sommelier et d'amateur éclairé voilà, de revivre un instant par la dégustation. Bon, quand tu veux, on organise ça, parce que si ton patron n'a pas mon 06, donne-le-lui. Il C'est sera pratique. ravi, je pense. Il sera Ça, ravi. ça vaut la peine, effectivement, voilà. C'est vrai que ce sont des moments incroyables à vivre. J'ai eu la chance d'en vivre d'autres dans cet esprit-là, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une qualité incroyable de pouvoir dépasser le temps. Mais pour revenir peut-être à la fois à l'actualité sauterne Mhm. ou à l'envie des gens de Sauternes, je sais que la famille Dubourdieu, très impliquée dans le Sauternet notamment, et d'autres, hein, au niveau de l'appellation, essayent de faire passer des messages Oui. peut-être un peu différents. Est-ce qu'on boit toujours seulement des vieux Sauternes, seulement un peu frais, etc., avec du foie gras, ou est-ce qu'il y a autre chose finalement dans la vie du Sauterne? Non, il y a plein d'autres Je choses. provoque un peu, mon cher Adrien. Non, mais justement, il y a plein d'autres choses et l'univers des accords mévins est infini avec le sauterne et j'en m'en aperçois et je m'en étonne encore tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les propriétés engagent une buvabilité de jeunes millésimes. Alors, on a toujours cet état d'esprit de vouloir faire des vins qui vieillissent et c'est le cas, ils vieillissent très très bien. Mais justement, cette recherche d'acidité fait des jeunes millésimes des vins absolument merveilleux.
Et j'ai la chance de travailler avec un chef aujourd'hui qui aime la discussion et qui aime la dégustation. Et on a un peu une mission aujourd'hui, c'est de pas de redorer l'appellation Sauterne, mais de le mettre sur la table Non, et mais de oui, de participer à, je veux dire, un collectif de renouveau, exactement. de vision du Sauternes dans sa consommation déjà. Est-ce que Oui, tu peux nous, voilà, on salue ton chef, hein, tu peux le citer d'ailleurs, hein, bien sûr, c'est Jérôme Schilling et je le salue exactement. amicalement. Et encore bravo pour les distinctions obtenues par le restaurant. Merci, je lui C'est tiendrai. c'est très chouette. Ouais. Et oui, c'est Donc, vrai que ce chef aime, enfin, j'ai travaillé avec pas mal de chefs et avec le chef Jérôme Schilling, on goûte énormément et on regoute énormément justement pour affiner et détailler nos accords mets-vins. Et bon, comme vous le savez, Romain Iltis met un point d'ancrage très important aussi sur les accords mets-vins, ce qui fait absolument. qu'aujourd'hui, on a un catalogue d'accords absolument merveilleux et je vais peut-être vous en citer quelques-uns qui nous ont émerveillés. Ouais. Avec plaisir. Mais si on commençait par l'apéritif, finalement, est-ce que c'est réellement une bonne idée de goûter le sauterne à l'apéritif? Quel Ouais. type de sauterne et dans quelles circonstances, finalement? Dans quelles conditions? Alors, tous les châteaux de Sauternes ont un second vin. Ils n'aiment pas Oui, forcément parler de second vin, parce que second peut faire un peu le petit deuxième, le petit vin, c'est vrai. alors que c'est un autre vin, c'est une autre cuvée. Et souvent, ces seconds vins sont des jeunes vignes, où alors on va chercher la vivacité et plutôt le côté tonique qu'on retrouve dans certains Sauternes. Donc Donc là, là, j'ai je vous par exemple la chapelle. tout à fait. Voilà, La Chapelle, qui est le second vin, Voilà. voilà, second vin entre guillemets de la Forêt-Péraguer. La signature Lalique est sur l'étiquette et pas sur la bouteille, finalement. C'est pas gravé, mais c'est juste sur l'étiquette. Mais on a Voilà. quand même cette identité qui apparaît. Mhm. Et c'est le 2016 que tu nous as fait passer. Voilà, je vous ai sélectionné le 2016 pour La Chapelle et le Grand Vin, et après on viendra sur le 2004. Là, c'est le 2016 qui est un superbe millésime pour le vignoble bordelais, essentiellement aussi à Sauternes, puisqu'on a cette balance, vous voyez, d'acidité. La sucrosité est beaucoup plus tonique et on va chercher le côté beaucoup plus zesté, le côté agrume très Absolument. frais sur la fin de bouche qui amène une salinité en fait, une certaine côté salivant qu'on n'a pas forcément à l'idée quand on goûte un vin liquoreux. Absolument. Donc Il ça, n'y a, pas c'est ce côté- il y a pas ce côté, pardon, Adrien, ce que l'on peut parfois reprocher au sauterne, c'est c'est le côté sucré oui, et le côté alcool, finalement, voilà. qui peut avoir tendance à anesthésier un peu le palais. Et je confirme que ce n'est pas du tout le cas ici, hein, Ouais. parce qu'on est final qui reste sur la fraîcheur. Ouais. Oui, bien sûr, c'est vraiment la fraîcheur, l'acidité qui va mener la dégustation. Le sucre, on a vraiment l'impression de croquer dans un fruit mûr en fait. Donc Absolument. le sucre ne gêne pas en soi. Non, non, on est sur les fruits du verger, on est un poil exotique au niveau de certains arômes Mm. d'ananas, de sucre. Et puis Mm. on a effectivement l'agrume ensuite qui apparaît en bouche, Voilà. avec un léger zeste en finale qui donne cette touche aérienne qui est super intéressante, quoi. Voilà. Et le but, c'est d'amener surtout à la dégustation d'un second verre. Voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a dedans pour tout, y compris quand on dort sur place. Mais C'est ça. j'ai entendu parler également de Sauterne on the Rocks, Oui. avec effectivement un peu de zeste. Donc, zester le bord du verre, c'est quelque chose qui Ah, convient. mais nous en plus, on a pris le parti et assumé de mettre le sauterne à l'apéritif et le mettre aussi dans le monde de la mixologie. Alors oui, effectivement, c'est un gros pari pour une appellation telle que sauterne. Mettre des glaçons dans le vin, déjà, vous imaginez. Et alors en plus, dans un grand cru classé, voilà, quelle horreur. Sauf que nous, on a pris le pari de l'essayer. Et encore une fois, on ne ferme pas la porte au prestige du vin, on ouvre d'autres portes, d'autres canaux de consommation. Et Je pense que c'est une riche idée parce que finalement, il y a à la fois un temps pour tout et surtout, il y a différentes cuvées, comme tu le précisais. hmm, Le faire avec un grand millésime d'un premier cru, etc., c'est pas le but absolu. non, non, c'est pas le Euh, but. mais Le, sur effectivement une deuxième étiquette de vin un peu jeune et tout, ça peut être quelque chose de sympathique. exactement. Proposer en tout cas. Après, les Mais, gens, nous, on a des métiers dans lesquels on fait des suggestions. Est-ce que les gens nous interpellent, on dit si vous voulez faire, voilà, vivre une expérience gustative particulière, faites ça. Mais on ne peut pas imposer ça. ah non, on ne l'impose pas, on ne l'imposera jamais. Mais exactement, on est là pour suggérer, on est là pour transmettre un message.
Et là, on a transmis le message de l'apéritif. Et du coup, on a créé un apéritif qui permet la consommation de Sauternes, tout simplement en ajoutant dans ce second vin, la Chapelle, quelques glaçons et le zeste d'orange. Donc, comme vous disiez, frotter tout simplement le bord du verre avec ce zeste pour l'exprimer et révéler la complexité aromatique. Le fameux buvant du verre, exactement. Voilà. Et donc ça, c'est bien pour l'apéritif. Est-ce que préparé comme ça, avec quelques glaçons zestés, on pourrait imaginer le servir sur une entrée? Je pense par exemple à des Saint-Jacques aux agrumes, par exemple. C'est une Ah oui, suggestion, mais bien sûr. je pense que ça fonctionne pas mal. Ah, bien sûr, tout est possible. L'apéritif, on parle d'apéritif donc d'avant repas, mais encore une fois, le chef a créé des amuse-bouches qui sont créés pour avoir les mêmes sensations que ce sauterne. Donc, comme par exemple, nous, dans le sud-ouest, on a la chance d'avoir un fromage. Il n'y en a pas beaucoup dans le sud-ouest, faut l'avouer, mais on a un superbe Osso Irati des Pyrénées. Et que le chef, exactement, que le chef travaille avec de la noix de macadamia et de la gelée de sémillon. Et tout y est. On a la texture, l'onctuosité, la fraîcheur, et justement l'acidité du vin est perçue par le crayeux amené par le fromage. Et ça fonctionne très très bien pour un apéritif. Par contraste, on redonne de la fraîcheur au vin finalement. Exactement. Et on peut venir encore plus loin sur. Je parlais de mixologie tout à l'heure. Et aujourd'hui, beaucoup d'amis barman et de mixologues en règle générale sont séduits par le sauterne. Qu'est-ce qu'on va rechercher quand on fait de la mixologie? C'est la bonne équilibre entre le sucre, l'acidité, l'alcool et le fruit. C'est tout simplement ces 4 vecteurs-là qui vont nous permettre de créer un cocktail. Absolument, mais il faut dépasser les idées reçues, se projeter sur j'allais dire, ce que les gens ont envie aujourd'hui de vivre, et aussi sur se pencher sur certaines difficultés de domaine à ce terme, justement, de trouver des débouchés, parce qu'il y a peut-être un historique tellement fort sur une façon de consommer que quelque part, c'est la notoriété qu'on évoquait au début bloque parfois certains comportements. Oui, on est toujours bloqué encore sur l'image du sauterne foie gras pour faire plaisir aux grands-parents à Noël, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que cette histoire de sauterne et de foie gras, qu'au demeurant, moi j'aime bien. Hein. Alors, je suis oui, bien sûr. Et ça marche. On n'était pas formaté, mais on nous expliquait qu'il fallait tester ça avec plein d'autres choses, parce que moi j'adore le sauterne et le fromage. On l'a évoqué tout à l'heure avec le soirati, mais c'est vrai qu'avec les bleus, ça marche bien. Hein. Super. On le sait. Moi, il y a une recette que j'adore, c'est tarte aux fines aux pommes ou aux poires, mais pommes avec un petit peu de copeaux, effectivement, de roquefort qu'on met à la sortie du four. Ouais. Pas cuit, hein, mais juste à la sortie du four. Et là, avec un verre effectivement de sauterne, elle est une dizaine d'années, il ne faut pas être trop vieux. Vous savez que c'est sympa pour terminer un peu le repas. Sur des riz de veau, sur des volailles rôties, voire légèrement crémées, sur des plats à base de gratins de salsifis, par exemple. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans tous ces accords, c'est qu'ils sont faisables. C'est-à-dire qu'on peut faire des accords sucrés, on peut faire des accords avec des entrées, des plats. Et là où va être, on va dire, la petite difficulté technique, mais qui permet aussi d'amener le sauterne autrement, c'est le choix du millésime. Et vous parliez de riz de veau tout à l'heure, et un des plus beaux accords qu'on ait fait avec le chef, et on s'en vante encore un petit peu, on l'avoue, mais très très fier de cet accord. Exactement, en fait, quand ça fonctionne, il faut le dire, et surtout, merci de le faire partager. Oui, on a eu la chance de goûter 43 millésimes du château, et pour chacun d'entre eux, il faut nous appeler. Je vois tous les messages qui sont là, les gens n'en peuvent plus. Voilà, je salue tout le monde parce que j'ai vu qu'on avait nos amis de Tahiti qui nous suivent, tous les fans de Tour de la planète qui sont avec nous. Et malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais sachez qu'on les lit et qu'on apprécie vos réactions, en tout cas les uns les autres. Et alors, du coup, on avait goûté le millésime 99. Et ce millésime nous a éblouis par sa complexité aromatique. Et avec le chef, on a essayé de déceler 3 arômes et 3 sensations principales de ce millésime, c'est-à-dire la finesse, le côté très salin qui pourrait amener comme une tourbe d'un vieux whisky, un fumé exceptionnel et surtout ce relief apporté par un côté torréfié comme si c'était un café arabica. Et alors le chef a créé par rapport à ça un riz de veau croustillant, donc cuit au beurre noisette pour lui amener du croustillant. Ensuite fumé en feuilles de Havane, donc en feuilles de cigare. Le tout accompagné d'une sauce au café arabica et d'une déclinaison au réglisse.
Je peux vous dire que cet accord est éblouissant. Ça paraissait évident quand on a goûté. C'est d'ailleurs un plat qu'on n'imagine pas avec un autre vin, que ce soit un vin rouge ou avec un vin blanc sec. Et Ouais, voilà, je pense que ça ne peut pas aller tellement avec d'autres choses. c'est ça. Ce Donc qui est ça marche très intéressant bien. aussi d'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que Mhm. finalement, le sauterne, comme tous les vins liquoreux, hein, Oui, avec le temps, mange une partie de leur sucre. c'est ça. C'est ça. Et Avec le temps, il se patine, tout simplement. exactement. Et alors qu'on pourrait imaginer qu'avec le temps, la concentration fasse ressortir encore plus de sucrosité, c'est l'inverse finalement. Et moi, Voilà. j'ai toujours été bluffé par des vieux sauternes qui avaient un équilibre entre le sucre justement et l'acidité qui était assez incroyable justement. Et Par oui, contre, l'acidité prend le relais d'ailleurs avec le temps. exactement. Et par contre, en gagnant sur le spectre aromatique de façon extraordinaire, où on passe effectivement de l'agrume au fruit frais sur des fruits plus confits, plus secs, une palette aromatique, tu l'as dit, dans la torréfaction, dans le café, voilà, plein de choses extraordinaires qui Mhm. complexifient extraordinairement bien effectivement la dégustation. Ouais, c'est ça. Et, et puis, On dit que Sauterne mange son sucre, mais c'est vrai, il faut pas être effrayé par la couleur d'un Sauterne qui, avec le temps, évidemment, tourne vers le ambré. et On bien a sûr, l'impression, on a la sensation à l'œil qu'il est plus sucré puisqu'il a cette couleur caramel, mais au contraire, il s'est patiné, il s'est complexifié et et il a oui, joué de sa fraîcheur. le Donc, ce qui nini, permet c'est d'être. faut goûter. Alors, est-ce que le plat de riz de veau que tu nous as expliqué, c'est un plat qu'on retrouve à la carte au restaurant? Alors, au restaurant, on a la chance de faire un menu dégustation en 7 services qui on fait en fait, c'est un menu en accord 20 mai, puisqu'on fait 7 millésimes du château avec 7 plats construits par rapport au millésime servi. Donc, effectivement, le millésime 1999 est servi, 1999. voilà, avec son plat, le vin et le plat ensemble. Mais je vais vous laisser goûter avant le 2016, avant le grand vin 2016, on va goûter le 2004. C'est ce que j'allais dire. On commence par lequel? Donc, par le plus ancien. Ouais, par le 2004. Donc, avec à l'époque, donc, c'était pas encore l'actuel propriétaire, on est encore sur l'ancienne étiquette. C'est l'ancienne étiquette, c'était l'ancien propriétaire, le groupe Suez, qui était propriétaire de la forêt Péraguet. Mais je vous ai choisi le 2004 puisque pour moi c'est un millésime assez unique et qui a des sensations qui ont permis de très beaux accords. Donc je vais vous laisser le goûter et je vais vous dire l'accord. Ah, on a perdu un peu le son de notre ami Adrien. Allô, allô? Oui, c'est bon. Hop là. Ça y est, c'est bon. Je suis là. Donc, la couleur est assez dorée. Hein. C'est assez classique. Hein. On est assez vieillard. Et aromatiquement parlant, on a encore pas mal de fruits, légèrement confits, des touches qui rappellent un peu à la fois, à la fois un peu l'abricot, le, et puis une touche un peu de miel ou de cire qui apparaissent. Ouais, Un alors côté un peu en caustique, ça c'est super intéressant aussi. c'est tout à fait ça. Et moi, ce qui m'a séduit dans ce millésime, c'est un millésime qui est très parfumé. Et vous allez voir en bouche, on a des sensations qui jouent entre le botrytis, donc cette richesse, cette gourmandise aromatique, mais aussi de certains amers, une certaine on va dire, minéralité qui se traduit par de la salinité en fin de bouche, des amers assez tranchés, qui peuvent Oui, faire penser à des vins qui sont passerillés. Donc là, on fait un petit écho à Jurançon, par exemple, qui a ce passerillage et qui amène de la tension, quelque chose d'un petit peu plus dur en bouche. Et j'ai trouvé ça génial, le relief épicé que ça a apporté en bouche. voilà. Une note de kumquat, de gingembre aussi. Exactement, il y a ces arômes-là, euh, agrumes et effectivement la fraîcheur du gingembre, une petite touche au final presque acidulée de fruits de la passion. Enfin, il y a une vraie fraîcheur dans ce vin, notamment en bouche, c'est vraiment super intéressant. Et effectivement, ces amers minéraux Mm, désaltérants c'est ça. qui sont, alors pour le coup, une ouverture vers des plats sympathiques, ça, parce que là, on peut franchement se faire plaisir à table avec ça. Alors voilà, et ça c'est un millésime typique qui m'a séduit et on a réussi un très bel accord avec le chef. Ce sont des carabineros, vous savez, cette variété de crevettes, de grosses Elles sont, gambas, c'est des grosses, hein. Voilà. voilà, qui viennent d'Espagne. Donc qui ont une chair un petit peu plus importante que la crevette classique, on peut se rapprocher d'une viande blanche, que le chef a travaillé autour justement du gingembre
paprika et miel. Et je peux vous dire que c'est juste merveilleux. Voilà. On peut l'imaginer. Juste du saisie sans qu'elle soit trop cuite. Voilà, encore nacré. Hein. Voilà, nacré à l'intérieur de manière à pouvoir profiter effectivement de la saveur marine de ce exactement. Tu nous as envoyé aussi donc du coup le 2016. C'est intéressant de pouvoir comparer le style parce que là pour le coup on est sûrement sur une autre, à la fois une autre époque et un autre style de millésime. Oui. Alors 2016 déjà, voilà, il y a la gravure et c'est un peu le reflet du nouveau Sauternes comme je vous disais tout à l'heure. On va chercher la fraîcheur, on va chercher l'intensité, de l'acidité, quelque chose de plus vibrant peut-être en bouche et qui va porter loin l'aromatique, plus marqué par les agrumes. C'est une vraie gourmandise. Le seul problème pour les bouteilles de Sauternes, c'est qu'il faut les ouvrir. Quoi. Parce qu'une fois qu'on les a ouvertes, en général, vraiment. Mais on hésite encore un peu trop à se dire est-ce que c'est le moment? Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que c'est opportun de servir ça? Qu'est-ce qu'on va boire après? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Il y a plein de questions. Chez toi, je suppose qu'au restaurant, les gens ne boivent pas que du Sauterne pendant tout le repas, même si on peut avoir vocation à le faire. Est-ce que tu dois le proposer? Oui. Mais derrière, finalement, quel type de vin peut suivre agréablement? Tous les vins, ou est-ce que certains sont plus à même que d'autres? Tout type de vin est possible, tout est une question d'équilibre, d'harmonie. On ne joue pas sur les sucres, il ne faut pas être épuisé par le sucre. Au contraire, s'il y a un jeu de contraste, et les plus beaux accords avec le Sauternes, ce sont les accords de contraste. Donc si on a de l'acidité dans une entrée, si on a de la fraîcheur, on peut très bien basculer sur un autre vin blanc sec après ou un vin rouge. On n'aura pas cette sensation d'épuisement du sucre. Comme par exemple le 2016 que vous venez de goûter, avec le chef, on l'a imaginé, et tenez-vous bien, sur un tartare de bœuf. Puisque le tartare n'est pas en soi, comme son nom l'indique, qu'il est cru, donc il est peu aromatique. Ce qui va amener l'arôme d'un tartare de bœuf, c'est tout simplement son accompagnement. Et voilà. Et du coup, on a imaginé le 2016 avec cette note de fraîcheur, donc amenée par des herbes fraîches, de coriandre et peut-être des segments de mangue verte qui feront le rappel aromatique avec le vin. Et comme le vin a de la fraîcheur, de la tension, une acidité persistante, et ben ça va contrebalancer la texture molle amenée dans le tartare. Et vous allez voir que tout ça s'harmonise assez bien et que le jeu d'équilibre est assez harmonieux en bouche, ce qui permet de partir sur un vin rouge ensuite, peut-être pour le plat principal. Exactement. Tu nous as déjà évoqué, et merci, hein, de beaux souvenirs et de beaux accords bâtis en fonction bien entendu du vin. Je pense que pour faire les plus beaux accords, mais que ce soit pour le Sauternes ou les autres, hein, c'est mieux de partir du vin et d'élaborer ou d'imaginer le plat qui peut aller avec. Et pas oui, tout à fait. Exactement. Et d'autres peut-être souvenirs, parce que je vois que le temps passe et qu'il va bientôt falloir qu'on conclue, mais c'est tellement passionnant que j'aimerais bien qu'on puisse effectivement évoquer peut-être d'autres pistes d'accords. Le tartare, c'est une très belle idée. Les grosses crevettes, bien entendu aussi, les Saint-Jacques et tout ce qu'on peut imaginer, les riz de veau. D'autres choses aussi surprenantes? Mais oui, il y a plein d'autres choses aussi surprenantes. Et ce qui est intéressant, c'est aussi sur les plats végétariens qui aujourd'hui ont une place importante dans la gastronomie et dans les menus de restaurants, qu'ils soient étoilés ou non d'ailleurs. Hein. Les restaurants proposent de plus en plus de plats végétariens et le sommelier se doit aussi de pouvoir l'accorder. Et ben, je vous invite à faire l'essai à la maison. Et avec le chef, on a travaillé autour du pané des Landes et ça marche très très bien. Alors on l'a travaillé avec de la truffe et la truffe répond assez bien. Ce côté, justement, parce que la truffe est un champignon, il y a cette note très puissante qui rappelle et qui fait écho assez admirablement aux champignons botrytis dans le Sauternes. Absolument. Voilà. On a fait des tests il n'y a pas longtemps sur des pâtés en croûte, par exemple, ça va merveilleusement bien aussi. Oui. Et que la croûte elle-même, d'ailleurs, peut appeler, effectivement, dans sa gourmandise, hein, ouais. ce style de vin. Finalement, on n'a pas du tout évoqué les desserts. Oui, parce que. Mais qu'est-ce qu'il en est du Sauterne au dessert? En fait, le Sauterne au dessert va jouer le rôle de condiment. J'aime bien l'appeler comme ça pour un dessert. C'est un élément supplémentaire au dessert. J'ai la chance aussi de travailler avec un superbe chef pâtissier qui s'appelle Stéphane Coroller, qu'on salue, qui est un pâtissier anti-sucre.
et qui fait ce que l'on appelle des desserts cuisinés. C'est-à-dire qu'il va imaginer des desserts avec des assaisonnements, une sauce, voilà, comme un plat principal, mais c'est en Ok. forme de dessert. Et ben, le sauterne va jouer le rôle aussi de condiment, comme s'il était tiré de l'assiette, sauf qu'il est servi dans le verre. Donc, comme par exemple, il a revisité la crêpe soufflée et avec du kumquat, de l'orange amère, un peu style Grand Marnier, mais les notes d'agrumes présents dans le vin ont aromatisé à l'accord, à la dégustation, ont aromatisé le dessert aussi. Et c'est la sucrosité du vin qui va permettre de mettre cet accord dans la zone des desserts. Génial. Bon, et finalement, les vieux sauternes Oui. qu'on a évoqués tous les deux, le 1914, on a bien compris qu'il y avait cette dimension historique et que finalement l'émotion était tellement forte que les poils effectivement s'hérissaient Mhm. volontiers, sachant que il peut y avoir des bouteilles qui se conservent bien, d'autres qui se conservent un peu moins bien. Il y a toujours le côté aléatoire des vieux millésimes, mais les vieux, il y a certains sauternes ou certains moments où il y a besoin de rien finalement. Il n'y a besoin de rien. On appelle ça des vins de méditation. Voilà, la Voilà, méditation. tout simplement à déguster, tranquillement installé chez soi. Et faut Oui, savoir aussi que on n'est pas ça, obligé d'aller au Tibet, tout ça pour méditer. On peut le faire à la maison quelque part, quoi. on peut le faire à la maison. Et un très beau mariage avec les sauternes, peut-être un petit peu plus difficile, mais à essayer, c'est les accords avec le cigare. Puisque Hmm. justement le sauterne vieillit, prend ses notes de fumée, prend ses notes arabica torréfiées qu'on évoquait tout à l'heure. Et j'ai eu la chance d'accueillir des amateurs et professionnels de cigares au château qui sont ravis à chaque fois de déguster justement ces vieux millésimes qui répondent admirablement aux notes d'un volute, d'un cigare assez parfumé et complexe. On peut l'imaginer. Moi je ne fume pas, y compris le cigare, mais on peut effectivement respecter les gens qui aiment ça. Absolument. Ouais. Bon, mais Adrien, merci beaucoup. Je vois que on a bien utilisé notre temps et c'était dense. Merci Oui, beaucoup voilà, de ton intervention qui était brillante. Merci de nous avoir fait partager cette passion que tu as à la fois Péraguet, mais dans ta carrière, jeune carrière, mais qui, voilà, on salue bien toute ton équipe sur place. Romain Eltis aussi un peu à distance. Je rappelle que tu sais que ces lives sont organisés en collaboration avec toute l'équipe de l'UDSF, que je salue également, Laurent Boyer et les autres. Et donc, c'est un bonheur de faire effectivement cette série. Rencontre Somme, c'est comme ça qu'on a baptisé cette nouvelle série. Après, déguster confiné. Bon, on est toujours plus ou moins confiné en ce moment, hein. oui, plus ou moins. Puis ensuite, un verre, une assiette qui a très bien marché aussi. Là, on lance maintenant donc Rencontre Somme, ce qui nous permet effectivement d'échanger avec tous mes confrères. Il y a beaucoup de gens qui te saluent. Eh Je bien, suis désolé, on n'a pas pu saluer tout le monde, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir une fois de plus suivis les uns les autres. Et rendez-vous donc à ta place la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, une nouvelle surprise, avec également voilà, de très jolies choses à déguster, puisqu'on va aller faire un tour en Bourgogne la semaine prochaine. Et je reçois le chef de cave, le maître de chez de la maison Champy, qui est d'accord. une maison donc, de la Côte d'Or qu'on apprécie avec également une jolie dégustation de crus bourguignons. Donc on quittera le Sauternet, le Sémillon extraordinaire, le Sauvignon aromatique, pour aller à la rencontre ce soir-là, la semaine prochaine, du Pinot Noir et du Chardonnay. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas à toi. Merci à vous tous de nous suivre. Voilà, vous avez été nombreux et vous avez raison d'être avec nous ce soir pour découvrir et sûrement redécouvrir, en tout cas avoir peut-être une vision différente encore du Sauternet. On espère que nos restaurants vont ouvrir le plus tôt possible les uns les autres. Ouais. On va pouvoir de nouveau venir te rencontrer là-bas à la Forêt Péraguet avec les équipes du restaurant Lalique Ouais. que l'on salue encore et que l'on félicite. Merci beaucoup Adrien. Et merci beaucoup Philippe et merci Porte-toi d'avoir bien. pris le temps. Non, Merci à mais toutes les équipes qui l'ont organisé aussi et c'est un j'espère bonheur. qu'on arrivera à se revoir très rapidement. Oui. Voilà. Et vive la sommellerie, et vive les bons vins, et vive la vie. À Ben bientôt. oui. Ciao, Merci ciao. beaucoup Philippe. À Salut. bientôt. À bientôt.